Thierry. Merci. Merci, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices de cette journée d'études de m'avoir invité, Sophie Ottman et Françoise de Mézières. Alors voilà, le titre a un petit peu changé hein, par rapport à celui qui figure dans le programme, mais j'ai essayé de le raccourcir pour le rendre un peu plus clair. Alors je vais vous présenter le cadre Inouï. Et avant de vous présenter ce cadre Inouï, je voudrais prendre le temps de revenir sur une recherche précédente qui a été publié dans la revue ALSIC en 2020. Alors pourquoi? Tout simplement parce que bien le cadre inouï découle de cette première recherche. Alors cette recherche est partie du constat suivant, à savoir le manque de cumulativité des recherches dans le domaine du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Cumulativité, c'est-à-dire que les résultats des recherches passées ne sont pas toujours suffisamment pris en compte dans les recherches suivantes. Et c'est pour ça que j'ai eu le projet d'établir une synthèse des travaux publiés donc dans le domaine et sur une grande échelle de temps. Comment j'ai procédé? Parce que en 50, voire 60 ans, il y a quand même eu beaucoup de recherches dans le domaine des TIS, on va dire. Eh bien, j'ai sollicité des experts du domaine et je leur ai posé la question de savoir quels étaient pour eux les ouvrages et les articles marquants de leur parcours de chercheurs et de praticiens. J'ai rassemblé ainsi un corpus d'une trentaine de documents. Et j'ai réduit ce corpus à 12 pour faciliter l'analyse. Alors, dans ce corpus, il y avait des textes, des articles, pardon, des chapitres d'ouvrages, mais également des ouvrages en anglais, écrits en français. Et mon angle d'analyse, il y en a eu plusieurs, hein, mais le principal angle d'analyse était le suivant. Quel rapport les auteurs de ces textes et ouvrages entretiennent-ils au numérique et dans quelle mesure ces auteurs prennent en compte les caractéristiques du numérique, portent leur attention sur les usages effectifs du numérique et intègrent une réflexion critique. Alors, je passe hein, sur le cadre méthodologique et tout le reste pour présenter rapidement le tableau de synthèse auquel j'étais parvenu à un moment donné dans l'article, et tableau de synthèse que je vais prendre le temps quand même un tout petit peu de vous présenter. Alors, dans ce tableau, ce tableau rassemble les principales orientations d'analyse. Alors, on va commencer par la ligne du bas du tableau, à savoir les points de vue. Alors, tout d'abord, cette question, les points de vue portés sur le numérique par les auteurs. Ces auteurs envisagent le numérique tantôt comme un outil, tantôt comme un environnement, c'est-à-dire un lieu d'échange et de socialisation, dès lors que Internet s'est développé au milieu des années 90 à peu près. On a commencé à envisager le numérique également, en plus de le considérer comme un outil, de le considérer également comme un environnement. Deuxième orientation dans l'analyse, les caractéristiques du numérique. Alors, ces caractéristiques sont envisagées par les auteurs tantôt comme des objets techniques, tantôt comme on envisage les situations, on prend en compte, on s'intéresse aux caractéristiques des situations instrumentées. Tantôt, on va s'intéresser aux pratiques numériques, aux caractéristiques de ces pratiques. Et c'est là d'ailleurs où on va commencer à s'intéresser à la notion de littératie numérique sur laquelle on reviendra juste après. Troisième orientation dans l'analyse, les projections pédagogiques ou encore les perspectives d'utilisation du numérique telles qu'elles sont envisagées par les auteurs. Alors, j'en ai identifié trois que j'ai proposé d'appeler l'outillage, lorsque le numérique est utilisé pour enrichir, faciliter, soutenir les apprentissages. Une autre projection ou orientation, l'intégration, lorsque la tâche joue un rôle central dans l'intégration du numérique. Et puis l'immersion, lorsque les apprenants sont amenés à prendre part à des échanges, que ce soit dans le cadre de télécollaboration ou sur le web social. Et puis, dernière orientation dans l'analyse, les préoccupations des auteurs qui concernent tantôt la recherche, notamment se détacher d'un point de vue déterministe sur la technique, et qui concernent également l'intervention didactique, euh, adopter une posture critique en tant qu'enseignant, hein, mais aussi en tant que chercheur, savoir adopter une posture critique sur le numérique, et également essayer de se détacher de la forme scolaire. Alors,
Ce travail présente bien évidemment des limites, hein, parce qu'il s'appuie sur un corpus relativement réduit de références au regard du nombre important de recherches dans le domaine. Quoi qu'il en soit, à l'issue de ce travail, j'ai souhaité élaborer un tableau qui soit plus lisible et plus utilisable par les enseignants pour qu'ils puissent se positionner par rapport à leurs propres pratiques et pourquoi pas envisager d'autres perspectives. Et on arrive maintenant au cadre inouï. Ce cadre inouï, vous voyez, on va en faire une petite présentation rapidement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer chaque colonne de ce tableau en m'appuyant sur des exemples concrets de pratique. Mais quand même, dans un premier temps, on va regarder quelques-unes des catégories. Alors, on retrouve les projections pédagogiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci, elles sont en tête du tableau. Donc, l'outillage, l'intégration et l'immersion. Les préoccupations qu'on retrouve également là sont cette fois-ci libellées en termes d'objectifs d'enseignement. Donc là, je ne passe pas, je ne développe pas plus puisque c'est libellé, après vous le verrez, dans des termes relativement clairs. J'ai ajouté également les objectifs pédagogiques. Donc je ne développe pas non plus cet aspect-là. J'ai ajouté une ligne littératie numérique qui était présente également dans le précédent tableau. Alors la littératie numérique, on, on- on peut distinguer dans la littératie numérique, à la suite d'un travail de Christian Olivier, hein, qu'il a publié en 2018, on peut distinguer trois composantes exprimées en termes de compétences. Alors les trois composantes, on les retrouve ici dans le tableau. Un, 2 et le numéro 3 qui est ici. Alors tout d'abord, la littératie technologique qui renvoie au savoir identifier les outils et les ressources numériques et savoir les utiliser. Donc on est dans une compétence essentiellement technique. La deuxième composante, la littératie de la construction de sens, qui renvoie au savoir identifier, trouver, évaluer et organiser l'information et également créer des contenus. Donc la littératie de la construction de sens, globalement, renvoie au traitement de l'information, en lecture, en compréhension, et également à la production de contenu. Et puis la littératie de l'interaction, qui elle renvoie au savoir agir et agir ensemble de façon efficace, approfondie, en utilisant les technologies numériques. Donc là, ça renvoie aux interactions en ligne, aux échanges en ligne, bien évidemment. Ces trois composantes-là. On, on passe ensuite à la dimension citoyenne, qui fait écho dans mon précédent travail à la dimension critique. Cette dimension citoyenne, elle est entendue ici dans le sens de faire valoir son point de vue sur le numérique, hein, faire valoir son point de vue sur le numérique en respectant les droits de chacun. Cette citoyenneté peut s'exprimer, on le verra, différemment selon les projections pédagogiques, donc selon l'outillage, l'intégration et l'immersion. Et enfin, j'ai ajouté une ligne communication qui me semble essentielle pour bien distinguer les enjeux. Donc la communication, elle est scolaire lorsque les échanges entre les apprenants et l'enseignant, bref, lorsque les échanges, les productions restent cantonnés à l'intérieur de la classe, ou tout du moins à l'intérieur de la sphère éducative. Et la communication est extrascolaire, comme ici, lorsque les échanges s'ouvrent sur l'extérieur de la classe. Alors maintenant, passons en revue ces trois grandes catégories du tableau à partir de trois exemples. Tout d'abord, un exemple d'outillage et qui consiste en un soutien à la compréhension orale. Alors là, on va voir quelque chose que vous connaissez bien comme situation. On est à l'université. Bon, on pourrait tout à fait être ailleurs qu'à l'université, mais il se trouve que là, on est à l'université. Et le travail se fait en autonomie, c'est-à-dire les apprenants ne sont pas en classe, mais ils sont dans des espaces d'auto-apprentissage, dans des salles multimédia, où ils sont chez eux, où ils sont à la bibliothèque, bref, ils sont seuls face à leur machine. Les apprenants, alors là, c'était en lien avec une expérience, hein, une recherche qui a été menée par Monica Masperi en 2019-2021, et puis d'autres auteurs également. Donc, cette expérience avait lieu avec des étudiants d'italien langue étrangère qui avaient un niveau compris entre B1 et C1. Alors, en quoi consiste le support? Ben, ce sont des parcours d'auto-apprentissage qui sont disponibles sur une plateforme de e-learning, en l'occurrence Clearline Connect. Les objectifs annoncés par les concepteurs et puis voilà, sont les suivants: proposer un entraînement à la perception et l'écoute active et soutenir le travail en autonomie. Et quant à la démarche, pas vraiment le développer, mais juste signaler parce que c'est important et c'est ce qui sans doute constitue une des originalités de ces parcours d'auto-apprentissage, c'est que l'ensemble s'appuie sur une approche par genre et on pourrait
à la fin dans les questions s'il y a des questions à ce propos. Alors, je vous donne des exemples d'une activité qui est proposée en lien avec un document sonore. Alors, voilà l'interface en fait à laquelle sont confrontés les apprenants. Tout d'abord ici, on va avoir l'annonce de la consigne à l'oral. Il n'y a pas de consigne écrite, hein, puisqu'on travaille la compréhension orale, tout est à l'oral, il n'y a pas d'écrit. Enfin, il y en a un tout petit peu, mais on verra après. Donc, annonce de la consigne. Ensuite, on voit juste dessous le document sonore qui est ici, et vous voyez qu'il est déjà, ce document sonore, découpé en segments. On en trouve exactement 4. Ces 4 segments sont ici. Donc on écoute et on repère ces segments. Et il y a une activité qui est proposée en lien avec l'écoute de ce document, qui est assez classique également, hein. C'est-à-dire qu'on va reproposer les 4 segments, mais dans le désordre, et il va falloir pas les mettre dans l'ordre, mais faire correspondre ces différents segments à des catégories. Par exemple, donc là j'en ai mis que 2, hein. Le segment 1 est à mettre en lien avec la catégorie la présentatrice annonce son intervention. Et le segment 2 est à mettre en lien avec la présentatrice souligne l'importance de son invité. Voilà, donc c'est un travail assez simple de compréhension. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces parcours d'auto-apprentissage, il n'y a pas que des activités autocorrectives qui sont proposées. Il y a aussi, je vais vous donner un exemple, c'est qui existait aussi avec des environnements plutôt textuels, mais là, l'intérêt, c'est que c'est avec un environnement sonore. Là, c'est la même chose. Il y a un document sonore qui est ici. Il y a également des segments, mais vous allez voir que ils ne servent pas à la même chose. Je vais vous faire écouter le document. Nel libro Buono, Pulito e Giusto scrivi che tutto iniziò con una peperonata. Sì, In che senso? ma nel senso che una volta tornavo nelle mie langhe. Alors, vous voyez, on voit que l'apprenant, enfin, on simule un apprenant qui n'aurait pas compris quelque chose au niveau de ce segment-là et qui peut cliquer sur un point d'interrogation et écouter euh, des informations complémentaires en lien avec un mot de ce passage-là. Per Lange si intende la denominazione geografica di una regione collinare del Piemonte. Donc l'aide contextuelle est ici également à l'oral. Et puis un troisième type d'activité, là il est libre, c'est ce qu'on appelle le bornage libre, c'est-à-dire que là, pareil, il y a un document sonore, mais l'apprenant est libre de surligner un passage du document sonore et d'ajouter une note personnelle, donc c'est là où intervient l'écrit, hein, une note personnelle en lien avec ce passage. Bref, reprenons à partir de là. À partir de là, comparons avec le cadre inouï. Première colonne. Donc, on est dans l'outillage. Quelle est la préoccupation? Bon, il ne s'agit pas de dynamiser la classe puisqu'on n'est pas dans une classe. Il s'agit de diversifier les apprentissages puisque on essaie justement de changer de la modalité classique d'enseignement en classe et de privilégier le travail en autonomie. La recherche d'affordance, je passe également sur ce terme parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Objectif pédagogique, mais il ne s'agit pas de vérifier les compétences, mais il s'agit vraiment de développer une compétence en particulier, la compétence de compréhension orale. La littératie numérique, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? D'abord une littératie technologique, puisqu'on s'appuie sur les compétences technologiques des apprenants, on ne les développe pas par contre, hein, on s'appuie dessus, c'est-à-dire qu'on espère qu'ils seront à même d'utiliser toutes les aides et tous les boutons et tout l'environnement qui est mis à leur disposition. Il y a également une littératie de la construction de sens, un petit peu, notamment lorsqu'on leur donne la possibilité de sélectionner les passages, de noter des commentaires en lien avec ces passages, etc. Et puis la dimension citoyenne, donc exprimer, donner son point de vue sur le numérique. Alors là, les apprenants ont peu la possibilité, n'ont pas la possibilité vraiment d'exprimer leur point de vue en lien avec le numérique, mais par contre, le formateur lui-même, l'enseignant, les concepteurs ont la possibilité, au moment de la conception des activités, de choisir des outils qui soient des outils responsables et qui soutiennent un numérique soutenable. Donc on pourra également en discuter par la suite. Et la communication est scolaire, puisqu'on reste bien évidemment dans une communication entre la machine et l'apprenant. Deuxième exemple d'activité pour illustrer la deuxième colonne du tableau. Donc on passe cette fois-ci à l'intégration. Là, il s'agit de la création d'un film d'animation. Le cadre de l'expérience est différent. Là, je m'appuie sur le travail, sur un dossier qui m'avait été rendu
par une étudiante qui suit, une étudiante et enseignante, hein, qui suit le Master 1 de français langue étrangère à distance de l'Université de Grenoble-Alpes. Le contexte, cette fois-ci, on est en grande section de maternelle, 21 enfants âgés de 5 à 6 ans, et on est au lycée franco-australien de Canberra en Australie. Donc le niveau des apprenants n'est pas précisé, mais on peut l'imaginer. Et puis de toute façon, je vais vous faire écouter juste après des enfants en action. Les objectifs, il y en a 3. Impliquer les élèves dans un projet collaboratif, développer des compétences numériques et réinvestir des savoirs langagiers. Hein, on est vraiment lexique, connecteur, intonation, on est vraiment sur des aspects très linguistiques. Projet, donc, créer une vidéo en stop motion à partir d'un livre pour enfants, L'histoire du lion qui ne savait pas écrire, qui est une histoire très connue, publiée en 2007. Le résultat, eh bien, le film d'animation qui a été créé a été projeté auprès d'autres élèves de la même école. Alors, je vais vous montrer quand même les étapes rapidement. Il y a une étape de il y a bien sûr une étape de lecture du livre. Et puis juste ensuite, on passe à l'adaptation du livre au format stop motion. Hein. Alors d'abord, il a fallu que les enfants comprennent la différence entre les images fixes et les images animées. Hein, on y reviendra après. Il a fallu découvrir le film en stop motion. Qu'est-ce que c'est qu'un film en stop motion? Comment ça fonctionne? Il a fallu initier les élèves, les enfants, au logiciel Stop Motion Studio, un logiciel gratuit qu'on peut installer sur un téléphone portable ou sur une tablette. Il a fallu écrire le scénario d'adaptation. Il a fallu réaliser des figurines et des images. Il a fallu entraîner les enfants à la prise de son. Il a fallu procéder à l'enregistrement. Et il a fallu ensuite présenter le film à d'autres classes. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt la séance 7. Des exemples, vous voyez ici d'enfants à l'œuvre. On voit le fond qui a été peint par les enfants. Et puis on voit les petites figurines en pâte à sel, les figurines d'animaux. Et il y a un garçon qui est chargé de déplacer la figurine et une petite fille qui doit prendre des photos à chacun des déplacements des figurines. Alors, comme c'est une vidéo, vous allez voir quelques secondes de cette vidéo. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc on prend des photos. Ensuite, je vais vous montrer, vous allez entendre un enfant en train de s'enregistrer. Alors vous allez voir, il enregistre une lettre. Alors je ne sais plus si c'est une lettre Si c'est une lettre, oui, dans l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. En fait, c'est un lion qui est amoureux de la lionne ou d'une lionne. Et comme il ne sait pas écrire, il demande à différents animaux de la jungle de bien vouloir lui écrire une lettre à sa place. Et donc là, l'enfant va lire une des lettres écrites par un des animaux. Très cher ami, est-ce que tu veux patauger dans la fleuve avec moi et manger des algues? Yam, yam, on va se régaler. Bise le lion. Voilà. Et tout cela a donné ensuite un résultat final. Et je vais vous faire écouter juste quelques secondes pour que vous ayez une idée du film en stop motion une fois réalisé. Les lions qui ne savaient pas écrire. C'est l'histoire d'un lion qui ne savait pas écrire. Un jour, un lion rencontre une lionne. Il veut l'embrasser, mais il doit écrire une lettre d'abord. Alors, il demande au singe d'écrire une lettre. Cher lion, est-ce que tu veux grimper dans les arbres avec moi? On veut manger des bananes. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps d'écouter toute l'histoire. Alors, revenons maintenant à notre cadre inouï. Cette fois-ci, on est dans l'intégration
Alors, vous voyez que là, où il y a bien la différence qu'il peut y avoir entre une approche outillage et une approche intégration. Donc, dans l'intégration, il s'agit donc la préoccupation, hein, l'objectif d'enseignement est d'impliquer les apprenants dans des tâches ou des projets dans lesquels les élèves, hein, les apprenants construisent du sens, produisent des contenus et s'expriment en tant que sujet-personne. Donc là, cette dimension-là est peut-être pas très visible dans cette activité, mais pareil, on pourra y revenir plus tard. Alors, on est dans une démarche plutôt inductive que déductive. Il s'agit de développer des compétences générales et des compétences générales également. Les compétences générales, hein, je renvoie au chapitre 5 du cadre européen commun de référence pour les langues. Euh, Trop souvent, on met l'accent uniquement sur les compétences générales, mais il y a c'est quoi les compétences langagières, pardon, mais les compétences générales sont également importantes puisqu'elles sont en fait finalement très en lien avec l'expression en tant que sujet-personne. La littératie numérique, bien, ce sont toujours les deux composantes, les deux mêmes composantes dans les littératies technologiques qui sont mises en œuvre, mais vous verrez que un petit peu différemment. La littératie technologique, oui, mais tandis que ici, il s'agissait juste de s'appuyer sur les compétences techniques des apprenants, là, on va développer leurs compétences, puisqu'en fait, il y a une initiation à un logiciel de conception, à un logiciel hein, de réalisation de vidéos en stop motion. Donc, et puis en même temps, il y a on va leur apprendre aussi ces distinctions qu'il peut y avoir entre une image fixe, une image animée, etc. Donc il y a quand même un travail qui dépasse celui qu'on avait vu précédemment. Et puis, il y a une littératie de construction de sens. Là, ce qui est intéressant dans cette composante de la littératie, c'est que les enfants vont être amenés ou sont amenés à découvrir et à prendre en compte certaines spécificités de l'écriture numérique, l'écriture multimédia, l'écriture multimodale, puisqu'ils vont devoir s'interroger, se questionner sur la complémentarité entre le texte et l'image notamment. Donc là, on entre, voilà, on commence à rentrer peut-être dans une des propriétés de l'écriture numérique, à se questionner dessus ce qui n'était absolument pas du tout présent dans l'activité précédente. Quant à la dimension citoyenne, il n'y a pas de changement. Et pour l'aspect communication, on reste également dans une communication scolaire. Passons maintenant à l'immersion. Alors là, création et diffusion de réels sur Instagram. Cette fois-ci, on est à l'Alliance française de Saint-Domingue en République dominicaine. 12 étudiants, cours semi-intensif. À savoir que l'expérience, là dont il va être question, a eu lieu à l'époque du confinement et donc les cours avaient lieu sur Zoom. C'est important de le préciser. Les apprenants ont un niveau B2. Et les objectifs sont très intéressants également. Le premier, faire participer les apprenants à la vie socio-numérique en français. Donc on voit ici la dimension immersive, hein, c'est-à-dire participer à la vie socio-numérique. C'est intéressant de l'utiliser comme ça. Je reprends les termes de l'auteur, de l'autrice de ce scénario pédagogique. Mettre en pratique leurs compétences linguistiques et utiliser un réseau social tel qu'Instagram pour dénoncer un fait de société tel que les inégalités du genre. Il est peut-être important de préciser que la personne l'enseignante hein, qui a créé cette activité, qui l'a animée, eh bien, est tout à fait hostile aux réseaux sociaux. Et elle s'est dit, ben, étant hostile aux réseaux sociaux, ben, je vais malgré tout les utiliser, mais les utiliser pour et au service d'un message sur lequel je souhaite travailler avec les apprenants, et les apprenants étaient d'accord pour travailler sur cette thématique des inégalités de genre. L'approche partage et les résultats, vous allez le voir, c'était la diffusion de réels sur le compte Instagram de l'Alliance française. Alors, je vais vous montrer deux. Non, j'ai encore les étapes. Je crois que les étapes, en regardant le temps, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous les montrer, mais je vais quand même entrer plus dans les détails ce qui concerne l'étape numéro 7, à savoir la publication des réels sur la page Instagram, en vous montrant deux exemples de réels. Alors, en tout cas, au moins un. Celui-ci, donc, c'est sur les inégalités de genre dans la famille. Alors qu'ici, ce sont les inégalités de genre, mais au travail. Les apprenants avaient la possibilité, bien évidemment, de décliner la thématique des inégalités de genre et de choisir le thème qu'ils souhaitaient. Donc là, les inégalités de genre au sein de la famille. Alors, regardez bien, il y a du mouvement, il y a de la musique et il y a des incrustations de texte. Là, vous voyez, quand un jeune homme demande à ses parents de sortir le soir. Alors, vous voyez, il va arriver jusqu'ici, on va le voir face caméra,
Et puis, on ne va pas entendre les réactions, mais on va les lire. Vous allez voir, ça va être des incrustations de texte. On va lire les encouragements de l'entourage de cette personne-là. Et vous allez voir à droite, là, il y a un petit graphique qui est l'indice de confiance en soi. Et vous allez voir que l'indice de confiance en soi va monter au fur et à mesure des retours positifs qu'il entend. Et puis, juste après le garçon, vous allez voir une fille dans le même environnement qui annonce également à son entourage qu'elle sort le soir. Et là, vous allez voir que la nature des retours qui lui sont faits ne sont pas les mêmes et que l'indice de confiance en soi n'a pas la même progression. Je vous laisse écouter. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Alors, vous avez compris le principe. Vous allez voir que ce qui est intéressant aussi, c'est que le post a vraiment été, enfin la vidéo a vraiment été postée sur un compte Instagram, le compte Instagram de l'Alliance française de Saint-Domingue. Et il y a quand même eu, comme vous voyez, hein, des likes qui ont été apportés. Et puis, bien que ce soit sur un site institutionnel, il y a quand même eu des retours de la communauté francophone de Saint-Domingue sur ce post. Et donc, c'est ici que vous pourrez voir les commentaires qui s'enchaînent. Du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Etc., etc. Alors, j'aurai pas le temps, malheureusement, de vous faire écouter la deuxième vidéo. Et je vais passer directement à la troisième colonne du tableau du cadre inouï, l'immersion. Alors, cette fois-ci, vous voyez que les préoccupations, quelles sont-elles par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Là, il s'agit d'amener les apprenants à prendre part à des pratiques sociales sur Internet. Et donc, je renvoie à l'objectif de l'enseignant qui était de faire participer les apprenants à une réalité socio-numérique. Hein, donc, on est vraiment là. À nouer et entretenir des liens avec des locuteurs extérieurs à la classe, on le voit bien à travers les commentaires, et à s'exprimer en tant que citoyen et de prendre part finalement à une problématique bien actuelle. La démarche, il n'y a pas vraiment de changement en ce qui concerne la démarche. La littératie numérique, on retrouve la littératie technologique, la littératie de la construction de sens, et puis la littératie de l'interaction, puisque on le voit à travers les commentaires, et puis on sait très bien que lorsqu'on poste une vidéo, c'est pour que cette vidéo elle ait des effets sur un public, et que ce public puisse en retour s'exprimer et commenter la publication. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est à mon avis très caractéristique de l'immersion, c'est la deuxième partie ici de cette case, de cette cellule du tableau, c'est que dans cette perspective de l'immersion, il s'agit d'analyser et de faire en sorte que les apprenants s'approprient les manières de faire et de dire sur Internet, en l'occurrence, les manières de dire et de faire une vidéo et de poster une vidéo sur Instagram. Il y a des règles à respecter, il y a des normes à respecter. Et il y a un temps à respecter, la vidéo doit être courte, et il y a des règles. Alors, ce qui oblige nécessairement les apprenants, dans un premier temps, avant de produire la vidéo, à analyser des exemples de vidéos, des vidéos du même genre finalement, pour pouvoir en extraire des caractéristiques et pouvoir ensuite produire à leur tour des vidéos qui respectent les caractéristiques qui auraient émergé suite à l'analyse. Donc on est vraiment dans le travail sur les genres de discours. Quant à la dimension citoyenne, et j'arrêterai là-dessus, elle peut être effectivement, comme d'habitude, présente à travers le choix des outils, mais les thèmes qui peuvent être abordés dans le cadre du scénario également se prêtent à une discussion citoyenne sur le numérique. On peut tout à fait parler de fracture numérique, d'économie de l'attention, de capitalisme, de surveillance, d'identité numérique. Alors, quand on parle d'inégalité de genre, on ne parle pas d'inégalité de genre, en tout cas dans les exemples que je vous ai montrés, ce n'est pas lié à la thématique du numérique. Ça aurait pu être les inégalités de genre dans le monde numérique, ça aurait été possible, mais ça n'a pas été le cas. Mais pour autant, on voit bien que la démarche entière s'inscrit au départ dans un questionnement et dans une critique des valeurs du numérique, puisqu'au départ, c'était sur
on va dire, la réflexion de l'enseignante consistait à dire que voilà, les réseaux sociaux, en fin de compte, on n'y trouve pas grand-chose d'intéressant. C'était sa réflexion à elle. Et moi, je vais les utiliser, mais je vais détourner un petit peu les réseaux sociaux de ce à quoi ils sont destinés habituellement, en y mettant un contenu, en amenant les apprenants à diffuser sur ces réseaux sociaux un contenu plutôt sérieux. Et donc, il y avait quand même un questionnement de ce point de vue-là, et donc en termes de citoyenneté. Et puis la communication, c'est la grosse différence avec les autres activités. Elle est cette fois-ci extrascolaire. Voilà, je crois en être arrivé au terme de ma présentation. Et un mot pour terminer, les colonnes du tableau, bien évidemment, ne sont pas étanches et que l'on peut tout à fait s'inscrire dans l'immersion, mais pour autant ne pas avoir envie, par exemple, que les productions à la fin soient publiées sur Internet et qu'elles soient publiées simplement sur un espace comme un Padlet, par exemple, et que ce soit juste les apprenants de la classe qui en prennent connaissance. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais le plus important à ce moment-là dans l'immersion, c'est cet aspect-là. C'est la dimension genre de discours, c'est-à-dire que pourquoi pas faire comme si, ou être prêt à publier la publication sur Internet, ne pas le faire, mais quand même essayer d'en respecter le plus possible l'esprit et donc les caractéristiques en termes de genre. Je vous remercie Merci pour votre infiniment. Merci attention. beaucoup Thierry pour cette présentation inspirante et enrichie par des exemples concrets très intéressants. Est-ce que je peux te demander simplement d'arrêter la présentation et d'aller voir effectivement le chat pour les questions? Ok. En coupant Oh, le il faut son. que je coupe le son, pardon. Voilà. Voilà, je n'avais pas coupé le son. Très bien. Alors, Je peux les lire si tu veux. oui, vas-y, parce que pour Alors, l'instant, ouais, vas-y, vas-y. il y en a une question qui commence par te dire, pourriez-vous nous partager vos critères pour évaluer l'indice de confiance en soi? Et puis, il y a une deuxième qui parle aussi dans quelle mesure votre projet pourrait-il inclure le risque de fake news en langue étrangère et d'esprit critique auquel sont de plus en plus confrontés les adolescents et moins jeunes. Bon, alors la deuxième question, je ne la comprends pas. La première, pourriez-vous vous partager les critères? Alors, c'est pas mes critères, moi, hein, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de critères, finalement. En fait, ce sont les apprenants euh, qui ont décidé d'intégrer dans leur vidéo cette petite infographie, finalement, hein, infographie, pour montrer que lorsqu'un garçon s'apprête à sortir, eh bien, il va recevoir que des encouragements positifs et donc que ça va lui donner davantage de confiance en lui, et que lorsqu'une fille s'apprête à sortir également le soir, eh bien, elle aura possiblement, hein, parce que c'est bien évidemment pas la même chose partout, elle aura possiblement des retours moins positifs et que ça n'encouragera pas à sortir et donc que l'indice de confiance en soi baissera. Donc c'est juste il y a pas de critère hein, finalement, c'est simplement une animation. Euh, une- Ensuite, Thibaut. Dans quel projet pourrait-il inclure le risque des fake news? Alors, dans quelle mesure votre projet, alors je ne sais pas si le projet en question, est-ce que c'est le cadre inouï ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est une des pratiques, un des exemples que j'ai montré? Je ne sais pas. Euh, ouais, donc je ne peux pas répondre à cette question, je ne la comprends pas suffisamment bien. Ben, il dit dans le cadre d'Inouï. Dans le cadre d'inouï, Mhm. Mais c'est pas grave si elle n'est pas très claire, on aura le temps de l'éclaircir tout au long de la journée par le chat. Il n'y a pas de problème, Thierry. oui, oui, parce que Ouais, tu ouais, la vois pas clairement. non. Il n'y a pas de problème. Alors, on va attendre d'autres questions peut-être. Alors, vu qu'on s'approche de l'heure de la pause, je pense que beaucoup de personnes sont prêtes pour la pause D'accord. repas.
Mais on a quand même une centaine de personnes avec nous, qui est toujours intéressant. D'accord. Bon, alors, en tout cas, bah, écoute, merci beaucoup Thierry. J'espère que tu vas rester avec nous. Alors, il y a une question qui demande où est-ce qu'on peut se procurer du cadre et nuit? Ah bah, le cadre, pour l'instant, bah, c'est la première fois que j'en parle. Et a priori, il me semble que après une intervention dans cette journée d'études, on va sans doute nous demander de faire un écrit. Donc, je pense que ce sera une occasion de le proposer à ce moment-là. Mais par contre, le cadre en lui-même, il est tout à fait possible que je l'envoie aux organisatrices de cette journée et qu'il puisse être à un moment donné, je ne sais pas s'il est prévu de mettre en ligne des diaporamas ou des choses comme ça, mais Ça je- sera effectivement disponible aussi à la enfin, dans la revue Alsic, une fois que la vidéo est prête et puis ben, l'article aussi. Donc, il y aura d'autres éléments qui vont être fournis après l'intervention, bien évidemment. d'accord, voilà. Bon, alors, une toute dernière question. Est-ce que l'expérience avec les enfants et leurs lions est disponible in extenso? Non, 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 non. En fait, tout simplement parce que je me suis appuyé pour les deux derniers exemples sur des dossiers que des étudiants de Master 1 m'avaient envoyés dans le cadre d'une évaluation et que, au moment de la constitution de ces documents, ils n'avaient pas du tout demandé l'autorisation à qui que ce soit de diffusion de ces vidéos. Alors, voilà, j'ai mis un extrait comme ça. Je me suis arrangé pour que les enfants, ce soit des images dans lesquelles les enfants ne sont pas de face. Mais non, ou alors il faudrait que je demande à l'enseignante en question si elle accepterait qu'il soit diffusé quelque part sur YouTube, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc non, on ne peut pas. Parfait. Merci infiniment Thierry. Merci Avec beaucoup pour plaisir. ta Merci à vous. présence, pour ta collaboration. Eh bien, Merci à écoutez, l'organisation aussi, hein, merci à beaucoup l'équipe Thierry. technique. Merci beaucoup. Ça a été, oui,